Bonjour, moi je suis Valérie Mouton, je suis coordinatrice de 2 dispositifs sur un tout petit territoire. Je coordonne une MSP, alors c'est pas un médiateur de santé pair, c'est une maison de santé pluridisciplinaire, et une CPTS, une communauté professionnelle territoriale de santé. Je suis sur un tout petit territoire en Isère, sur le Vercors Nord, ou plateau des 4 montagnes, 12 000 habitants. Mon discours, il va être certainement beaucoup moins sexy et moins émouvant que tout ce que vous avez entendu avant, mais peut-être qu'il ouvre une porte dans les réponses aux questions qu'on se pose tous en appui à ces dispositifs. Alors, je vous passe toute l'histoire des lois qui se sont succédées depuis plus d'une quinzaine d'années autour de la transformation du système de santé. L'équipe de professionnels de santé du Vercors a été assez pionnière dans la mise en place de ce pôle de santé et de cette CPTS, puisque ça a été les premières à signer des accords conventionnels interprofessionnels. Ce sont des contrats tripartites qui lient une équipe de professionnels de santé de soins primaires pour le premier dispositif avec l'ARS et la caisse primaire d'assurance maladie. La communauté professionnelle territoriale de santé dit que l'affaire de la santé, finalement, ce n'est pas que l'affaire des professionnels de soins primaires, c'est l'affaire de tous. Donc la liste serait non exhaustive, mais on entend bien entendu les spécialistes, les établissements hospitaliers, des éducateurs sportifs, des assistantes sociales et bien d'autres encore. Cette CPTS s'est créée assez naturellement chez nous et en s'appuyant beaucoup sur le pôle de santé qui, lui, met en place des actes de soins, des prises en charge avec de nombreux parcours de soins sur lesquels on peut s'appuyer pour accompagner la population d'un territoire. En 2020, on s'est posé la question de la perte d'autonomie et on a répondu à un appel à projet de la conférence des financeurs avec l'idée que les infirmiers pouvaient peut-être passer plus de temps à domicile auprès d'une population en perte d'autonomie. La conférence des financeurs ne ciblait que les personnes âgées, et toujours d'ailleurs. L'appel à projet perdure et il ne concerne que les personnes âgées. Les infirmiers qui s'étaient mobilisés pour travailler sur ce parcours de soins ou dans cette action ont déménagé. Et donc, du coup, nous, on a été retenus et éligibles à un soutien financier, mais on ne savait pas trop comment l'animer. On n'avait plus les professionnels qui étaient fortement mobilisés. Et on s'est dit que sans un poste, on n'y arriverait pas. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer un poste de coordonnateur de l'aide aux aidants. À force de chercher, par le biais d'un médecin, on a rencontré ce que vous appelez aujourd'hui une PAF qui a accepté d'occuper le poste, alors qu'on n'était pas du tout parti là-dessus. Donc on a embauché cette personne et elle a voulu cesser son activité. Dans l'intervalle, on a accueilli Sylvie qui va se présenter, qui était en stage chez nous dans le cadre de son DU PAF et qui a accepté de prendre la suite du poste. Donc on perçoit de l'argent public via nos premiers contrats et ça reste quand même de l'argent public, mais via le département sur la conférence des financeurs pour mettre en place cette action. Cette année, la conférence des financeurs arrête et la question s'est posée de savoir si on perdurait ou pas sur cette action avec la trésorerie dont on disposait. Donc, c'est pas facile, mais l'équipe a accepté de prendre en charge sur presque du droit commun, on va dire, la poursuite du poste au regard de tout ce qu'il apporte. Bien entendu, sur les usagers, vous l'avez identifié, vous l'avez témoigné, vous l'avez démontré par bien des moyens et des actions, mais aussi aux professionnels de santé de soins primaires en particulier. Ils se disent assez démunis à chaque fois qu'ils rencontrent un aidé, bien sûr, mais avec son proche aidant, pour savoir comment l'orienter, comment l'aider dans son parcours. Donc la première action qu'on a mise en place, c'est un annuaire des ressources locales, mais pas que, puisque l'UNAFAM, par exemple, en fait partie, le programme BREF qui vient d'être présenté également. Mais sur cette partie-là, je vais laisser Sylvie parler de ce qu'elle peut faire chez nous. Bonjour, alors, donc moi j'ai commencé à travailler à la CPTS en tant que stagiaire. À l'époque, ma collègue Cécile, qui a monté tout le projet avec Valérie ici présente, son public c'était surtout des personnes âgées. Donc moi je lui dis c'est intéressant, mais moi je voudrais travailler avec un public soit en santé mentale, soit sur les troubles du neurodéveloppement. Et il se trouve que dans la CPTS, il y a un médecin généraliste qui est en train de monter une plateforme de prise en charge précoce des troubles du neurodéveloppement.
Et donc, c'est comme ça qu'on a pu élargir un peu le public. Alors, le public aujourd'hui, aujourd'hui, j'accompagne pour moitié des gens qui accompagnent des personnes âgées qui ont une perte d'autonomie liée soit à une maladie de Parkinson, d'Alzheimer, neurodégénérative, ou des familles d'enfants atteints d'un trouble du neurodéveloppement, essentiellement. Voilà, en gros, mes deux publics. Donc, aujourd'hui, j'accompagne une trentaine de personnes, comme le faisait remarquer tout à l'heure Valérie. 30 personnes, c'est pas beaucoup pour un poste. Mais l'idée, c'est d'aller vers ces publics. Alors, pour aller vers ces publics, il y a d'abord l'idée du café des aidants, que j'anime avec aussi l'assistante sociale du département et une psychologue. On a mis en place une soirée des aidants, plus en fin de journée, pour que les aidants actifs puissent intervenir. Et puis, un collectif de parents qui s'appelle Vercors Sensible, où les parents d'enfants qui sont atypiques, il n'y a pas besoin d'avoir un diagnostic pour y entrer, peuvent venir échanger. Donc déjà, là, c'est une porte d'entrée. Et bon, ça ne suffit évidemment pas, parce que pour prendre connaissance de tout ça, il faut déjà avoir de l'information. Et donc, la deuxième porte d'entrée, ce sont les professionnels de santé qui m'adressent les patients. Alors, la façon d'adresser, c'est important. Ils peuvent donner mon numéro de téléphone. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en donnant mon numéro de téléphone, c'est rarement suffisant. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt qu'ils demande à pouvoir donner le numéro du patient, de me le transférer pour que moi je les appelle. Et là, effectivement, peut commencer une prise en charge. Alors, il n'y a pas seulement les professionnels de santé. Il se trouve que Cécile, comme moi, après, on a essayé de développer nos partenariats sur le territoire, que ce soit avec la Maison des habitants, les centres d'action socio-communaux, avec aussi l'accueil de jour, la parenthèse, bref, un certain nombre de partenaires qui aujourd'hui m'adressent aussi des aidants qui sont en difficulté. Voilà. Alors, quelles actions ? En fait, les actions, je les ai entendues aujourd'hui décliner de toutes les façons, donc je vais les reprendre. En gros, c'est de l'accueil. D'abord, c'est un entretien individuel, anonyme, on peut dire, et confidentiel, toujours dans le cadre d'une équipe, c'est-à-dire de l'équipe de celui qui m'adresse la personne. L'idée, c'est d'abord d'écouter, d'essayer de faire le point avec la personne de ses besoins. Alors, ça peut être très divers comme besoin. Ça peut être un besoin de répit, ça peut être un besoin d'accompagnement avec l'éducation nationale, par exemple. Souvent, dans les troubles du neurodéveloppement, c'est quand même une grosse partie des besoins. Et puis, et souvent aussi, ce que disent les aidants, ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est la disponibilité et l'écoute que peuvent pas leur donner les autres intervenants. Et puis aussi, évidemment, les aider à trouver des ressources dans tout ce qui existe sur le territoire. Vas-y. J'ajoute deux ou trois choses là, que j'ai entendues tout à l'heure, notamment sur les retours à domicile pour les sorties d'hospitalisation. Nous, on travaille beaucoup avec le programme PRADO, qui s'appelle Programme pour un retour à domicile. C'est un service de l'assurance maladie. Et dans le cadre de la prévention, on est très en lien avec eux. Donc, alors évidemment, ils interviennent sur sollicitation du service hospitalier, donc du spécialiste. S'ils ne sont pas sollicités par le professionnel spécialiste de l'hôpital, ils n'ont pas l'autorisation de l'être par nous en ambulatoire, par exemple. Mais en tous les cas, c'est un service qui fonctionne plutôt bien. Et après, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a un outil d'information partagée et sécurisé qui s'appelle CISRA, qui est mis en place gratuitement par l'ARS, et qui nous permet d'échanger avec les spécialistes qui l'utilisent sur l'entrée et la sortie de l'hôpital de nos patients. Sur la question des passerelles avec le milieu associatif, Sylvie est toute bien placée pour travailler avec des associations comme Vercors Terre de Répit. On est assez riche en ressources associatives sur le territoire et pour faire le lien avec les patients, les soignants et les associations. Et après, on a un outil qui fonctionne plutôt bien, qui s'appelle une réunion de concertation pluriprofessionnelle, que vous connaissez certainement, une RCP, auquel on essaie d'associer Sylvie le plus souvent possible. Mais quand je dis le plus souvent possible, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est que je pense qu'on n'arrive pas encore à systématiser ces nouveaux comportements et ces nouveaux postes qui se créent dans le paysage et les comportements qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'accompagnement des professionnels. Mais en tous les cas, on tend vers cette amélioration. Alors, dans le cadre de ma mission, j'ai demandé à quelques-uns des usagers de témoigner de ce que ça leur avait apporté. Donc, j'avais prévu 3 témoignages, mais on va en passer un seul.
Je vous laisse l'écouter. Oui, je suis Cécile, j'ai 65 ans, j'accompagne ma fille qui souffre visiblement de troubles psychiatriques depuis plus de 15 ans maintenant. C'est-à-dire que, si on va résumer en termes d'hospitalisation, on est à la 3e hospitalisation. Et ce sont des troubles psychiatriques qui ont été déclarés troubles bipolaires, puis schizophrénie affective en cas de phase maniaque. Assez complexe à comprendre, comme tout ce monde qui est le monde de la psychiatrie, et surtout pour les aidants. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Officiellement, aujourd'hui, je suis aidante depuis plus de 15 ans, mais ça, j'ai compris beaucoup plus tard. J'ai compris, il m'a bien fallu 8 ans pour me dire, moi, je suis aidante. Alors, je pense que pour expliquer, définir ce que m'a apporté la notion d'hyper-aidance familiale, c'est qu'il faut le rapporter à un cursus d'il y a 15 ans. Parce que finalement, des formes d'aide, il y en a beaucoup. Il y a l'aide de son médecin généraliste, qui nous connaît bien. Il y a une aide qui a été très très importante au niveau de l'UNAFAM, où on rencontre des gens comme soi et que finalement on reste sur des registres qui peuvent être à la fois intimes et surtout souvent très pragmatiques. Il y a des aides. Par contre, il y a dans la rencontre avec une pérédance une profondeur que je n'ai jamais trouvée ailleurs, qui est d'une subtilité en termes de sensibilité qui est déterminante. En ce sens que je dis très souvent que cette approche expérientielle qu'on partage, il y a une sensibilité, quelque chose de plus subtil. Je l'ai découverte petit à petit, a posteriori. Je l'ai découverte après la première fois où cette pérédante m'a accompagnée chez un médecin un médecin à l'hôpital, pour lequel l'entretien était très très dur, mais elle était là. Du coup, me permettre à moi aussi finalement de lâcher un petit peu pour mieux élaborer et peut-être garder mon calme, être plus objective. La pérédance, c'est que c'est un guide. Tout est possible avec un pérédant à partir de cette expérience partagée, parce qu'on n'a pas besoin de se justifier sur une expérience. Elle est comprise d'entrée puisqu'elle est vécue. Elle est déterminante en termes de soutien, de réseau, d'idées, d'essais, de tenter quelque chose, de se réinterroger. Oui, je suis Cécile, j'ai 65 ans. On ne peut pas le mettre deux fois. Donc voilà, ça c'était le témoignage de Cécile. Alors ça c'est ce qu'on peut apporter aux usagers. Et après, quelle est la place dans l'équipe ? Alors la place dans l'équipe, elle se construit encore, j'allais dire. C'est pas si facile de trouver sa place dans une équipe qui est multiforme parce que c'est à la fois une équipe médicale, une équipe sociale, mais aussi des associations. Enfin, l'idée c'est vraiment de mettre tout le monde en réseau. Alors l'apport en tout cas de la coordinatrice de l'aide aux aidants, parce que c'est ça ma fonction aujourd'hui. Je suis père aidante familiale intitulée comme ça dans le projet Troubles du neurodéveloppement, mais pour la plupart des gens, je suis la coordinatrice de l'aide aux aidants. L'apport dans l'équipe, en fait, c'est de faciliter la relation avec l'usager, l'aidant, en ce sens que, comme on l'a dit, comme je l'ai entendu plein de fois aujourd'hui, cet espace de parole qu'on leur offre, c'est un espace où ils peuvent dire des choses qu'ils n'arrivent pas à dire forcément ni à l'assistante sociale, ni même au médecin. Et donc, avec leur accord, moi, je peux partager ça et ça facilite la relation. Alors là, je trouve qu'un témoignage vaut 10 000 mots. Là encore, j'ai un petit témoignage à vous proposer. C'est celui de Magali, avec qui je travaille régulièrement, qui est assistante sociale. Donc, je suis Magali, je suis référente sociale autonomie au département de l'Isère, le territoire du Vercors. Donc au niveau de la mission de référente sociale, j'interviens lorsque des personnes en cas d'autonomie ou des aidants ont déposé un dossier d'accueil à domicile, donc d'allocation personnalisée d'autonomie. Et donc je suis chargée de l'évaluation et donc, des évaluations d'un plan d'aide et des conseils pour que les personnes mettent en place ce plan d'aide pour soutenir le maintien à domicile. Pour travailler avec les aidants, c'est important qu'ils soient soutenus sur des domaines qui
sont parfois, on va dire, un peu éloignés quand on est professionnels qui ne sont pas aidantes. Et du coup, nous, on a les professionnels classiques, médecins, infirmiers, qui n'ont pas été aidants, même si ils connaissent des professionnels qui ont des formations, ils n'ont pas cette relation qui est vraiment atypique et très, on va dire, très fine avec l'aidant. Parce que du coup, la personne qui a vécu, donc qui est père aidante, elle connaît le cheminement du coup, la déclaration de la maladie, l'acceptation, tout le chemin quand on est un aidant, et du coup, toutes les phases en fait, qu'il faut passer pour pouvoir accepter les aides, trouver des aides, et ça, c'est vraiment important. Donc, la présence professionnelle permet vraiment d'être plus proche de la personne, d'avoir vécu les choses, et je trouve aussi que ça met en œuvre une relation de confiance un peu plus rapidement, notamment l'aidant qui sait que la personne vit cette relation d'aide, il se dit ah bah oui, donc la personne elle est comme moi, et se sent tout de suite plus proche. Par exemple, quand je présente le rôle de la coordinatrice d'aide aux aidants de notre territoire, la personne dit ah bah oui, du coup elle a vécu ce que j'ai pu vivre, et tout de suite ça crée l'aidant a plus envie en fait, de la rencontrer pour échanger sur ce qu'il vit vraiment au quotidien, ce que j'ai repéré sur le territoire. Après, ça m'apporte un appui vraiment de terrain, un appui qui connaît les aidants, leur rythme de vie, les choses à faire attention le plus possible, parce qu'en étant aidante, l'aidant, il a la relation d'aidant, il a aussi sa relation familiale et tout le contexte autour. Et donc, la professionnelle père aidante, elle connaît tout ce contexte, les fragilités possibles, les choses à faire attention. Donc, ça permet vraiment de pouvoir. Moi, ça m'apporte professionnellement d'avoir vraiment ces professionnels qui du coup, connaît la situation de l'intérieur au niveau de la père aidance, d'être aidant et de pouvoir mieux cibler les petites difficultés et les atouts aussi sur lesquels on peut s'appuyer. Voilà, donc je pense qu'elle a bien résumé ce que les professionnels ont dit en général, hein, et ce qu'ont dit les professionnels de santé aussi, c'est que dans les RCP, d'avoir le regard d'un père aidant familial, ça leur permettait d'avoir une vision à 360 degrés de la situation de la famille, parce que ce regard de maman aussi, elle aussi proche aidante, ça aide les professionnels à prendre conscience de plein de choses dans la vie de l'aidant. Voilà, écoutez, merci pour votre écoute.